On arrive donc au terme de ce cours, et là je vais m'atteler à vous parler de la rupture du contrat de travail. On a vu la conclusion du contrat, l'exécution du contrat, et bien on arrive logiquement à la fin du contrat. Alors pour vous parler de la rupture du contrat de travail, j'ai choisi une méthode simple, hein. Je vais distinguer le contrat à durée déterminée du contrat à durée indéterminée. On va donc commencer par le contrat à durée déterminée pour dire des choses très, très simples, mais importantes à connaître quand même. Alors déjà, il y a une logique. Un contrat à durée déterminée, il y a une durée déterminée, comme son nom l'indique. Par conséquent, quand la durée est écoulée, le contrat s'arrête. C'est logique. Donc, on arrive à l'échéance du terme, le contrat s'arrête. Parfois, il arrive que des contrats à durée déterminée n'aient pas un terme précis. Ça s'appelle donc un terme imprécis. Par exemple, pour remplacer un salarié absent pour maladie, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Eh bien, écoutez, le contrat s'arrêtera quand il reviendra. Il peut arriver aussi que la durée ne soit pas fixée de date à date d'une certaine manière. Par exemple, on peut vous dire, on vous embauche pour réaliser telle mission, tel travail. Voilà, donc votre contrat va s'arrêter quand vous aurez terminé votre mission. Ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas forcément très précises. On va simplement indiquer quand vous aurez terminé telle mission, votre contrat s'arrêtera. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Donc le contrat s'arrête soit quand la date fixée arrive en fait, hein, donc on arrive à l'échéance du terme fixé, soit le retour du salarié remplacé pour telle et telle cause, soit éventuellement la réalisation de l'objet du contrat. Voilà. C'est un peu ça l'idée générale. Bon, là-dessus, on est à peu près d'accord, je pense que c'est pas très compliqué à retenir. Ensuite, ce qui peut nous intéresser, c'est les hypothèses où le contrat à durée déterminée se termine avant l'échéance. Là, on va dire qu'on est dans le cadre d'une anomalie, d'une certaine manière. Le contrat ne doit pas, en principe, se terminer avant l'échéance. Bon. Mais cela dit, c'est possible. Alors, première possibilité, les parties sont d'accord pour arrêter le contrat. Ça, c'est possible. Deuxième possibilité, par exemple, vous commettez une faute grave et l'employeur décide de casser le contrat. C'est possible. Un cas de force majeure, par exemple une inondation, un cyclone, ou je ne sais pas quoi, enfin ce que vous voulez, le contrat peut aussi s'arrêter. Ou alors, inaptitude prononcée par la médecine du travail, le contrat peut s'arrêter. Vous voyez, donc il y a des cas comme ça, mais ce sont des cas, encore une fois, qui sont prévus par la loi, ce sont des cas précis, ce n'est pas la règle de principe. Il y a un autre cas aussi qui relève plus, je dirais, des politiques de l'emploi au sens global du terme, c'est si vous trouvez un CDI. Ah oui, un CDD contre un CDI, c'est le CDI qui l'emporte, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc vous pouvez rompre le contrat, mais retenez que dans cette hypothèse, par exemple, vous devez respecter le préavis, hein, donc attention, il y a à se renseigner sur la question du préavis. Donc ça, ce sont des hypothèses prévues par la loi. Tout ce que je viens de dire, c'est possible, parce que la loi l'a prévu. Alors évidemment, quand vous rompez un CDD de manière irrégulière, c'est-à-dire avant terme, mais pas dans les hypothèses prévues par la loi, vous pouvez être condamné à payer des dommages et intérêts à l'autre partie. Voilà, c'est logique. L'exemple classique, c'est vous avez un CDD de 12 mois, l'employeur décide de casser votre CDD au bout de 4 mois, s'il n'a pas une raison valable, il vous doit 8 mois de salaire brut, voilà, en termes d'indemnité. C'est le principe de base. Hein. Donc les mois qui restent à courir, du 4e au 12e mois, il vous les doit, c'est comme ça. Et si c'est lui qui fait n'importe quoi, si c'est vous, pardon, qui faites n'importe quoi, vous lui devrez aussi une indemnité, donc qui sera calculée par le tribunal en fonction du préjudice subi par l'entreprise. Donc vous voyez, donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus, hein, par rapport à ça. Dernier point sur les CDD. En règle générale, quand on finit un contrat à durée déterminée, on perçoit ce qu'on appelle une indemnité de précarité. Son montant est fixé par la loi à 10% du montant
des salaires bruts perçus durant tout le contrat. Donc si vous avez un contrat de 10 mois payé, je sais pas moi, 1500 euros bruts par mois, eh bien vous aurez 10% de 15 000 euros, c'est-à-dire 1500 euros d'indemnité de précarité. Hein, puisque voilà, c'est 10 fois le salaire brut multiplié par 0,1, c'est-à-dire 10%. Vous voyez, donc ça vaut le coup quand même hein, d'avoir cette indemnité. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de dérogations à l'obligation de verser une indemnité, par exemple. Vous n'aurez pas d'indemnité de précarité si c'est un contrat d'usage, si c'est un contrat saisonnier, si c'est un contrat de la politique de l'emploi, etc., etc. Donc il y a des dérogations, il y en a pas mal, qui font qu'il n'y a pas d'indemnité. Voilà ce qu'on peut dire, hein, en gros, sur le contrat à durée déterminée et sa rupture. On va s'intéresser maintenant au CDI, le contrat à durée indéterminée. Et pour traiter la question du CDI, ce que je vous propose, c'est très simple, c'est de regarder les causes de rupture du CDI quand elles émanent du salarié, les causes de rupture quand elles émanent de l'employeur, et puis les causes de rupture quand elles émanent des deux, c'est-à-dire du salarié et de l'employeur. Voilà, comme ça on aura l'organisation un peu de la chose, et puis ça nous permettra de saisir les règles essentielles. Alors, voyons d'abord du côté du salarié. Vous savez, en France, c'est pas très compliqué. Quand vous signez un contrat à durée indéterminée, vous ne devenez pas, c'est un peu une image, l'esclave de celui avec lequel vous avez signé le contrat. Vous pouvez arrêter le contrat, c'est ça qui fait que c'est un contrat valable, hein, parce que si vous vous engagez à vie pour quelqu'un, au niveau travail, ça ne marchera pas, parce que ça ressemble un peu à de l'esclavage, hein, il y a quelque chose qui va pas. Bon. Donc, cette faculté que vous donne la loi de vous libérer du contrat tout seul, en tant que salarié, ça s'appelle la démission. Voilà. On démissionne. Alors la démission est soumise à certaines conditions. Il faut que la volonté exprimée par le salarié soit claire, il faut que la volonté soit sérieuse, et il faut que la volonté soit non équivoque. Donc ça, ces trois conditions-là sont très très importantes. On peut démissionner, en effet, mais voilà. Alors pourquoi ces conditions? Parce qu'elles permettent par exemple de vérifier qu'un salarié n'a pas été soumis à une contrainte, une pression qui fait qu'il a démissionné. Par exemple le harcèlement. Vous voyez, on vous harcèle pour vous pousser à démissionner. Bon, on ne peut pas dire que c'est une volonté claire, sérieuse et non équivoque. Ce genre de choses. Hein. Donc ça permet au juge de vérifier qu'il n'y a pas eu tout ça. Quand vous démissionnez sur un coup de tête, parce que vous êtes très énervé, votre journée s'est mal passée, vous avez été débordé, vous avez dit j'en ai marre de ce boulot, je m'en vais, je démissionne, votre phrase là, je ne sais pas si elle est vraiment très claire à ce point-là. Oui. Donc on a des situations comme ça, où le fait d'avoir exprimé sa volonté de démissionner peut prêter à interprétation. Vous voyez. Ou alors, les cas aussi qui peuvent arriver, c'est quand les employeurs interprètent quelque chose. Par exemple, vous venez pas bosser pendant 2-3 jours, vous ne donnez pas de nouvelles, l'employeur vous envoie une lettre en disant « je prends acte de votre démission ». Ça se discute très largement. Alors ça peut être un abandon de poste, ça peut donner lieu à un licenciement, tout ce que vous voulez, mais c'est sûrement pas une démission. Voilà. Vous voyez, vous comprenez? C'est ça l'esprit, c'est pour ça qu'on dit volonté claire, sérieuse, non équivoque, c'est ce qu'il faut retenir. Retenez aussi que la démission, c'est pareil, c'est pas du jour au lendemain comme ça. Hein. Il faut respecter un préavis. Et si vous ne respectez pas le préavis, vous pouvez être condamné à payer des dommages et intérêts à l'entreprise. Donc faites attention, vérifiez la question du préavis en matière de démission. Et voilà. Donc en gros, voilà ce qu'il faut retenir. Le principe, c'est que en fait, une démission, ça ne se présume pas. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit sérieux, il faut que ce soit non équivoque. Généralement, c'est écrit, même si la loi n'exige pas forcément ce formalisme, mais bon, généralement, il y a un écrit. Voilà pour la première cause de rupture du CDI du côté du salarié. Il y en a deux autres pour moi, que je vais vous signifier. La première, la deuxième, pardon, c'est la prise d'acte, et la troisième, c'est la résiliation judiciaire. Alors, la prise d'acte, votre employeur ne respecte pas ses obligations, par exemple, il arrête de vous payer. Bon,
ça c'est quand même un peu embêtant. Alors vous décidez de ne plus aller bosser puisqu'il arrête de vous payer. Bon, c'est possible. Mais attention, il y a tout un truc quand même, ça se fait pas comme ça. Vous prenez acte de la rupture du contrat, du fait de l'employeur, forcément. Parce que c'est une faute grave quand même de ne pas payer le salarié. Hein. Bon. Alors vous prenez acte par écrit, hein. Vous lui envoyez un courrier en lui disant voilà, je ne viens plus travailler puisque vous ne me payez plus. Or vous devez me payer, c'est la loi, c'est comme ça, etc. Bon, très bien. Et ensuite vous saisissez le Conseil des prud'hommes pour que le Conseil des prud'hommes valide votre prise d'acte, si vous préférez. Mais le risque il est que si vous avez pris acte pour une raison qui est moyenne, par exemple, vous prenez acte parce que vous considérez que votre employeur ne vous respecte pas assez, mais que, bon, voilà, il est trop sévère avec vous, il vous donne trop d'ordres, ou je ne sais pas quoi, votre prise d'acte, elle va être largement discutée. Sur le coup, il ne paye pas le salaire, c'est pas discutable. Mais sur certains motifs, des fois, ça peut être discuté. Donc le risque, c'est celui-ci. Si la prise d'acte est validée par le Conseil des prud'hommes, ça équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et vous serez donc rempli de vos droits en matière de licenciement. En revanche, si la prise d'acte n'est pas validée par le Conseil des prud'hommes, ça équivaut à une démission du salarié, et par conséquent, vous allez être condamné à payer le préavis à votre employeur. Donc faites attention, hein, faites attention. La prise d'acte, ça implique quelque chose qui est de l'ordre d'une faute sérieuse commise par l'employeur. Il faut pouvoir l'établir de façon claire. Hein, si vous n'avez pas ce genre de choses dans votre dossier, la prise d'acte est fortement déconseillée, hein, d'une certaine manière. Bon. Après, il y a la résiliation judiciaire du contrat. Alors ça, la résiliation judiciaire, en fait, c'est le fait que l'employeur ne respecte pas certaines obligations qui sont les siennes, c'est toujours un peu le même principe, et vous demandez au tribunal de casser le contrat. Alors le tribunal, en l'occurrence ici, c'est le Conseil des prud'hommes, hein. Vous demandez au Conseil des prud'hommes de casser le contrat. C'est un peu comme la prise d'acte, sauf qu'à la différence de la prise d'acte, c'est que dans la prise d'acte, la faute est grave, et donc vous n'allez plus dans l'entreprise, vous n'allez plus travailler. On arrête de vous payer, vous n'y allez plus. Dans la résiliation judiciaire, on va dire, vous avez des choses à reprocher à votre employeur, mais ça n'empêche pas quand même que vous alliez bosser. Donc il y a moins de risques parce que vous allez saisir le Conseil des prud'hommes, vous allez lui demander de constater qu'il y a lieu de résilier le contrat de travail. Alors soit il se prononce en faveur de la résiliation du contrat de travail, dans ce cas-là, le contrat est effectivement cassé au tort de l'employeur, soit il ne se prononce pas pour la résiliation, et dans ce cas-là, vous continuez votre emploi, mais dans une ambiance, à mon avis, légèrement tendue quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'est les possibilités quand même qui sont ouvertes aux salariés. Pour moi, il y en a trois: la démission, hein, la prise d'acte et la rupture judiciaire du contrat de travail. Étant précisé que prise d'acte et rupture judiciaire, l'employeur ne peut pas le faire de son côté, il n'a pas le droit d'utiliser ces modes-là. Lui, on lui dit, bah non, tu as un droit qui s'appelle le licenciement, si le salarié ne te convient pas, tu le licencies, un point, c'est tout. Donc, retenez voilà, ces possibilités de rompre le contrat de travail du côté du salarié. Ensuite, on va s'intéresser à la rupture du contrat de travail du côté de l'employeur. Qu'est-ce qu'il peut faire pour rompre le contrat de travail ? Vous savez, il n'y a pas 40 000 solutions. Hein. De son côté à lui, il y a le licenciement. Voilà. Et dans le licenciement, pour se repérer, encore une fois, on va rester général, il y a des licenciements pour motifs personnels et il y a des licenciements pour motifs économiques. Ça, déjà, vous avez ça en tête. Et dans les licenciements pour motifs personnels, vous pouvez mettre une première flèche en disant licenciement disciplinaire, c'est-à-dire lié à une faute, hein, et puis licenciement non disciplinaire, qui ne sont pas liés spécialement à une faute. Vous voyez donc un peu le schéma. Alors on va s'intéresser dans un tout premier temps au licenciement pour motif personnel, et on va s'intéresser au licenciement lié à une faute, donc licenciement disciplinaire. Dans tous les cas de figure, en droit du travail tout au moins, il y a 4 types de fautes, il n'y en a pas 40.
Alors vous avez par échelle de gravité, donc je vais de la plus petite vers la plus haute. Vous avez la faute légère, après vous avez la faute sérieuse, la faute grave, et enfin la faute lourde. Voilà les quatre types de fautes qui existent en droit du travail. Alors une faute légère, c'est par exemple, bon, je suis arrivé avec 10 minutes de retard. Bon. Ok, normalement on doit respecter les horaires, etc. Bon. C'est normal, hein, c'est ça le travail. Bon, d'accord, ok. C'est une faute légère. Je devais faire un truc, je l'ai fait, mais bon, avec un peu de retard, un peu, bon, faute légère. Ça, des fautes légères, tout le monde peut en commettre dans le cadre du travail. Une faute légère ne peut jamais justifier un licenciement. Dites-vous ça. Ça justifie souvent une observation, une remarque, voilà, des choses comme ça. Mais ça ne va pas aller jusqu'au licenciement, heureusement, sinon on ne va plus bosser, les amis. Hein. Plus personne qui fait rien. Bon. Donc ça, c'est clair. Donc c'est à partir de la faute sérieuse qu'on peut éventuellement imaginer un licenciement. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'expression, on parle de cause réelle et sérieuse. Le caractère sérieux renvoie justement à cette échelle de gravité, et donc on voit bien que c'est à partir du sérieux qu'on peut effectivement licencier. Alors vous pouvez vous dire en ce moment, au moment où je vous parle, mais c'est quoi une faute sérieuse, etc. Bon, ok, d'accord, très bien. Dans tous les cas, par exemple, voler sur le lieu de travail, c'est une faute plus que sérieuse, c'est même une faute grave. Arriver toujours en retard, ça, là, en revanche, ça peut devenir sérieux, etc., etc. Donc il faut quand même des éléments. Mais c'est à partir de sérieux qu'on peut imaginer le licenciement. Mais on dit aussi une cause réelle. C'est-à-dire que dans la loi, ce qu'on nous dit, si vous voulez licencier un salarié, il faut une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc sérieux, on vient de voir, c'est par rapport à la gravité. Mais réel, ça veut dire quoi? Une cause réelle, c'est une cause qui existe. D'accord? Il faut qu'elle existe, c'est-à-dire, si vous préférez, il ne faut pas qu'elle soit de l'ordre de l'imaginaire, inventée par l'employeur. Il faut qu'effectivement, elle existe, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de la démontrer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est imaginé par l'employeur. Ensuite, une fois qu'on a démontré que la cause existait, il faut en effet qu'elle soit exacte. Exacte, c'est-à-dire qu'elle corresponde à la vraie raison pour laquelle on vous licencie. Et puis enfin, il faut qu'elle soit objective, c'est-à-dire objectivable, démontrable. Existe, exact, objectif, voilà les trois termes pour qu'une cause soit considérée comme réelle. Hein. Donc, si je reprends, une cause réelle, c'est une cause qui existe, qui est exacte et qui est objectivable, et sérieuse, c'est-à-dire répondant à une certaine gravité. Alors après, dans l'échelle des peines, de gravité des fautes, vous imaginez que les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Une cause sérieuse, ça ouvre tous vos droits. Une faute sérieuse, ça ouvre, tous vos droits sont préservés, vous êtes licencié, mais vous avez vos indemnités de licenciement par exemple. En revanche, dès que vous êtes dans le grave ou la faute lourde, là vous perdez des droits. Et notamment vous perdez vos indemnités de licenciement. Vous voyez, donc là ça commence à avoir des conséquences financières. Donc la qualification juridique de la faute est très très importante. L'employeur, il peut avoir par exemple une tendance à dire que c'est une faute grave, pour ne pas dire sérieuse, afin de ne pas payer les indemnités. Mais retenez toujours une chose, c'est le juge qui juge. C'est pas compliqué. C'est pas parce qu'un employeur dit que c'est une faute grave que c'est une faute grave. Donc on peut discuter après. Alors généralement, pour être simple, on va dire une faute grave, le vol. Ça c'est une faute grave. Les rixes, les bagarres sur le lieu de travail, c'est une faute grave. L'insubordination, c'est une faute grave. La faute lourde, c'est une faute grave plus intention de nuire. Par exemple, le sabotage. Vous voyez, là, c'est des fautes lourdes. Voilà. Donc vous avez à peu près compris de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est le licenciement pour motif personnel, hein, ok, basé sur une cause réelle et sérieuse, mais disciplinaire. Donc une faute, si vous préférez. Après, vous pouvez avoir aussi des licenciements qui constituent des causes réelles et sérieuses, sans pour autant que ce soit fautif de la part du salarié. Par exemple, l'inaptitude du salarié pour telle et telle raison. Alors,
constatées par la médecine du travail, hein, notamment, et enfin particulièrement je dirais même. Ben là, oui, effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un qui est malade, il n'est pas fautif. Bon, voilà, ça on le sait bien. Ou alors, un autre truc qui peut arriver souvent, c'est le salarié, il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Il n'arrive pas à réaliser le travail qu'on lui demande de réaliser. Des fois, c'est dû à plein de trucs, mais c'est pas forcément fautif. Vous pouvez pas reprocher, par exemple, à un barman d'être maladroit. C'est dommage d'avoir choisi le métier de barman si on est maladroit. Ou si on n'a pas beaucoup de mémoire, parce que souvent c'est des gens, vous le remarquez, ils ont quand même des sacrées mémoires sur des tablets, des fois, ils sont capables de retenir toutes les commandes, c'est quand même assez impressionnant. Donc tout le monde ne peut pas être barman finalement, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas de figure, alors le barman, le serveur, tout ça, c'est des gens qui ont besoin d'avoir un peu de mémoire, puis d'être agile, voilà. Bon. Et si un type ne fait pas l'affaire, ou une personne ne fait pas l'affaire parce qu'il n'est pas agile dans le métier qui demande de l'agilité, bon, bah c'est tout. Hein. C'est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc voilà, vous avez en tête, hein, ça y est, vous avez compris, la cause réelle et sérieuse de licenciement, fautive, licenciement disciplinaire, non fautive, voilà, cause réelle et sérieuse, mais sans faute. Le point commun, finalement, dans cette histoire, c'est que vous perdez votre travail. Ça, c'est le point commun dans tous les cas. Mais il y a un autre point commun qui est plus sérieux, c'est que on ne licencie pas quelqu'un sans respecter une certaine procédure. Donc, il faut respecter une procédure. Donc, je disais respecter une certaine procédure. C'est très important. Alors, dans la procédure, il y a 3 étapes, en fait. D'abord, on vous convoque à un entretien préalable au licenciement, et puis ensuite, on vous notifie le licenciement. Donc la première étape, c'est la convocation à l'entretien. La deuxième étape, c'est l'entretien. Et la troisième étape, c'est la notification. Ça, c'est le point commun du licenciement, en fait, de tout type de licenciement quasiment, sauf le licenciement pour motif économique, mais bon, et encore certains licenciements pour motif économique, mais sinon, en règle générale, il y a bien ces 3 étapes-là. Alors, la première étape, en fait, pour le salarié, c'est le fait d'être convoqué par écrit, évidemment, souvent c'est une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, hein, dans la majorité des cas, ou alors on peut vous remettre la lettre en main propre contre des charges. Donc dans cette lettre, vous allez trouver le jour de l'entretien, évidemment, l'heure, le lieu. On va vous indiquer également que vous pouvez vous faire assister par une personne appartenant à l'entreprise ou éventuellement une personne extérieure à l'entreprise, inscrite sur une liste, etc. C'est ce qu'on appelle un conseiller du salarié. Le conseiller du salarié, bon ben voilà, vous pourrez vous procurer la liste par exemple à l'inspection du travail, mais tout ça, ça doit être à l'intérieur du courrier qu'on vous envoie. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'entretien. L'employeur, il n'est pas obligé de vous reproposer de nouvelles dates en cas d'indisponibilité par exemple de votre part. Tout ça, il y a des... Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si vous y allez accompagné du conseiller, bon, écoutez, vous y allez accompagné du conseiller, vous êtes donc, au moment de l'entretien, entendu par l'employeur. L'idée, c'est de donner vos explications par rapport à ce qu'on vous reproche, évidemment. Et tout ça, évidemment, ensuite, ce sera notifié, c'est-à-dire qu'on vous enverra une lettre en recommandé avec accusé réception pour vous confirmer, hein, par écrit, les reproches qu'on vous fait, on va dire ça comme ça, et vous serez par conséquent licencié. Alors sachez que depuis les ordonnances de Macron de 2007, il y a même une possibilité a posteriori d'apporter des précisions par courrier par rapport aux motifs qu'on a évoqués dans le courrier initial, c'est-à-dire dans le courrier de notification initiale, l'employeur peut ajouter d'autres choses. Alors qu'avant, le courrier fixait les termes du débat, on ne pouvait rien rajouter véritablement, donc c'était fixé par le courrier. Là, on peut rajouter. Voilà ce qu'il faut savoir. Une convocation, un entretien, une notification, et puis voilà. Alors, quand vous êtes licencié, à partir de là, évidemment, il y a un préavis à respecter, donc le courrier de notification fait courir le délai de préavis. Le préavis, il n'est pas respecté dans certains cas. Si vous êtes licencié pour faute grave ou faute lourde, évidemment, il n'y a pas de préavis. L'employeur peut vous dispenser du préavis, mais il vous le paye. Aussi, tout ça, c'est possible si vous voulez.
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand votre contrat s'arrête, vous percevez, sauf faute grave, faute lourde, toujours pareil, des indemnités de licenciement. Alors leur montant, il est fixé par la loi, notamment la loi les ordonnances de 2017 encore de Macron précise que vous allez percevoir 25% de votre salaire brut mensuel par année d'ancienneté pour les 10 premières années, et puis on passera à un tiers de ce salaire brut mensuel pour la 11e et les années suivantes. Donc ça, vous percevez ça, sauf si vous avez une convention collective plus favorable, on appliquera évidemment la convention collective, ça s'appelle le principe de faveur, on appliquera donc la convention collective. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, on va vous remettre aussi, comment dirais-je, un certain nombre de documents qui sont liés à la rupture du contrat. Vous allez avoir d'abord un certificat de travail qui vous sera remis, c'est obligatoire, un reçu pour solde de tout compte, c'est les sommes que vous aurez reçues effectivement par l'entreprise, et par conséquent, si vous ne contestez pas, dans les 6 mois, le reçu pour solde de tout compte, il a un effet libératoire à l'égard de l'entreprise. Donc ça, le reçu pour solde de tout compte. Et puis, vous allez avoir une attestation Pôle emploi qui vous permettra de prétendre à vos indemnités chômage également. Jusqu'à l'époque assez récente, pour les gens qui commettaient des fautes graves et lourdes, on leur sucrait leurs indemnités compensatrices de congés payés. Mais ça a été remis en cause. Donc aujourd'hui, quelle que soit la cause du licenciement finalement, vous percevrez vos indemnités compensatrices de congés payés. Donc vous percevez vos indemnités compensatrices de congés payés, vos indemnités de licenciement, et puis on vous remet les documents que j'ai cités, le contrat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi. Voilà en gros ce qu'il faut savoir là-dessus. Alors, évidemment, ça c'est l'aspect procédural. Nous avons vu tout à l'heure la condition de fond qui concerne plutôt la cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc vous voyez, donc, ces deux choses marchent ensemble. Le fond et la forme, d'accord, pour le licenciement comme ça. Ensuite, on va s'intéresser un peu à la question du licenciement pour motif économique. Alors celui-là, il est un peu particulier, parce que sa particularité est liée au fait que c'est un motif qui n'est pas inhérent à la personne du salarié. C'est pas dû à vous. C'est un motif économique, comme son nom l'indique. Alors, le motif économique, c'est quoi? C'est défini par la loi déjà. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Ça peut être lié, en effet, à des difficultés économiques. Alors attention, il y a des fois des débats, mes amis, là-dessus. C'est quoi une difficulté économique? Alors le texte est assez précis quand même. Par exemple, il est certain que si vous invoquez le fait que votre entreprise elle fait moins de bénéfices depuis 2-3 ans, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est sûr et certain. Vous voyez, parce que le texte est assez clair par rapport à ça. Cette voie est fermée, me semble-t-il, quand même. En revanche, vous pouvez invoquer le fait que votre chiffre d'affaires chute régulièrement, depuis plusieurs mois. Donc là, il y a des conditions, il y a des indicateurs qui sont précisés dans le texte, qui permettent de dire oui, là on peut retenir le motif économique, à défaut on ne le retient pas, etc. Donc c'est possible ça. Donc les difficultés qu'on peut rencontrer. En revanche, le fait qu'il y ait plus de concurrents, le fait que le marché soit plus dur, enfin, ça peut se discuter très largement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'objectiver la difficulté économique de façon précise. Ensuite, il peut y avoir, toujours dans le motif économique, des mutations technologiques. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez que l'arrivée de l'informatique dans les années 80, dans les entreprises, etc., et puis aujourd'hui, ça peut expliquer des fois des mutations technologiques qui vont avoir des conséquences sur l'emploi. On peut avoir aussi la nécessité de réorganiser l'entreprise pour raison, par exemple, de compétitivité. On avait une équipe de 12, le concurrent a une équipe de 8, mais avec notre équipe de 12, ça nous coûte forcément plus cher, et donc on n'est plus du tout concurrentiel, en fait, etc. Donc les réorganisations d'entreprise
c'est possible aussi d'en parler. Et puis il y a une autre raison, évidemment, c'est la cessation de l'entreprise. Hein. Si l'entreprise ferme, si elle est liquidée judiciairement, si je ne sais pas quoi, c'est aussi un motif économique. Mais ce motif économique, il doit avoir des conséquences sur l'emploi. Hein. Il y a les raisons que je viens de donner, et ça a des conséquences. Par exemple, ça va amener l'entreprise à supprimer des emplois. Ça, c'est possible. Ça va amener l'entreprise à transformer des emplois. Ou alors, ça peut aussi amener l'entreprise, parce qu'elle est dans toutes ces difficultés, à proposer à des salariés de modifier leur contrat de travail sur des choses importantes, essentielles du contrat de travail. Le salaire, les horaires de travail, le lieu de travail, enfin des choses quand même assez importantes. Et par conséquent, le salarié, il est mis face à un choix. Soit il accepte, auquel cas, il conserve son emploi, mais modifié, en fait. Par exemple, on va externaliser le service. Alors, on va dire, voilà, on vous garde, mais à condition que vous acceptiez d'être muté. Alors, voilà, ça c'est possible. Soit il n'accepte pas. Alors s'il accepte, ok, bon ben voilà. S'il n'accepte pas, il est licencié pour motif économique. Mais la modification de son contrat, elle est bien liée aux difficultés économiques qu'en rencontre l'entreprise. Donc voilà en gros le motif économique, ce que c'est précisé dans un article du Code du travail, c'est soumis évidemment au contrôle du juge qui vérifie que derrière le motif économique invoqué, il n'y a pas plutôt une stratégie de ne pas payer trop, de se débarrasser de salariés gênants, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, il peut y avoir plein de raisons. Donc tout ça, c'est soumis au contrôle du juge. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est que quand il y a licenciement pour motif économique, il y a des droits, je dirais, spécifiques qui sont reconnus aux salariés licenciés pour motif économique, spécifiques dans le sens où vous ne les retrouvez pas dans le licenciement pour motif personnel. Donc je vais vous parler un peu de ces droits spécifiques. En particulier, donc, il y a déjà une première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entreprise qui licencie pour motif économique est tenue à une obligation de reclassement du salarié. Alors, on dit obligation de reclassement, vous comprendrez que c'est une obligation de tentative de reclassement. Parce que on n'est jamais obligé de reclasser quelqu'un, parce que encore faut-il avoir la possibilité de le reclasser. Mais dans tous les cas de figure, il faut que l'entreprise cherche à reclasser la personne, alors en lui proposant un certain nombre de choses, il faut que les propositions soient faites, etc. etc. Donc c'est la première spécificité. C'est d'accord, il y a un licenciement pour motif économique, mais vous devez vous poser la question de savoir si on ne peut pas reclasser le salarié, ou adapter son poste, etc., etc. Donc faire quelque chose pour éviter le licenciement pour motif économique. J'ai presque envie de vous dire que finalement, le licenciement pour motif économique doit être la dernière solution. On doit tout faire pour essayer d'éviter cela en proposant aux salariés un certain nombre de choses, en termes de reclassement professionnel particulièrement. Première spécificité. Deuxième spécificité, c'est que quand vous licenciez pour motif économique, et en particulier quand vous licenciez plusieurs personnes pour motif économique, ce qu'on appelle un licenciement collectif, il faut fixer des critères qui permettent d'établir un ordre des licenciements. Là, c'est très important. Parce que si vous devez licencier 10 personnes, et que vous avez 60 personnes dans votre personnel, il va falloir choisir ces 10 personnes. Alors soit vous avez une convention collective, un accord, etc., qui prévoit les critères, soit vous n'en avez pas et c'est l'employeur qui les fixe. Souvent, les critères peuvent être des critères sociaux, par exemple. Vous allez dire, on va essayer de préserver l'emploi des parents isolés, des personnes qui ne sont pas tellement qualifiées, qui auront du mal à retrouver du travail, des personnes qui ont un handicap. Donc voilà, on peut fixer des critères comme ça. Et puis petit à petit, vous allez déterminer entre guillemets le profil
de ceux qui sont licenciables avant les autres. C'est un peu ça l'histoire en général. Le salarié a le droit de connaître les critères qui ont été choisis par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements. Sinon, vous vous reportez effectivement à la convention collective aussi, qui peut être amenée à définir les critères en question. Mais quand vous souhaitez connaître les critères qui ont été utilisés, par écrit, vous pouvez faire cette demande et vous avez le droit d'obtenir les critères en question. Alors ça c'est important, l'ordre des licenciements, je pense que c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a une troisième rubrique, c'est les mesures sociales d'accompagnement qui peuvent être proposées aux salariés dans le cadre des licenciements pour motif économique. Alors, il y a ce qu'on appelle la priorité de réembauchage, donc il doit vous être proposé. Alors c'est quoi une priorité de réembauchage? C'est en fait, ça part d'une demande écrite du salarié. C'est vous qui demandez à bénéficier de cette clause-là particulière. Ça veut dire que pendant une année, s'il y a des emplois dans l'entreprise, alors qu'elle l'a licencié, on doit vous proposer les emplois en question en priorité. Il faut que ce soit des emplois qui sont en lien avec vos qualifications, vos compétences. Et si dans le courant de l'année, vous acquérez de nouvelles compétences, etc., il est fortement, vivement conseillé de le dire à l'entreprise, de lui signifier, pour qu'elle puisse vous proposer éventuellement d'autres emplois qui correspondent à vos nouvelles qualifications. Donc ça, c'est pendant une année, la priorité de réembauchage, mais attention, je le redis, sur demande écrite du salarié. Ce n'est pas l'entreprise qui est dans l'obligation de vous faire toutes ces propositions. Mais ça peut être intéressant de le savoir. Alors après, pour certaines entreprises, on verra qu'il y a le plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être établi. Alors c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés, qui licencient plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours. Obligation de mettre en place un PSE. Alors le PSE, grosso modo, va contenir en fait un peu de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le plan qui va permettre alors aux salariés comment dirais-je, de retrouver la voie de l'emploi par la formation, etc., etc. Enfin, par un certain nombre d'actions. Donc ça c'est le PSE. Sinon, du côté du salarié aussi qui est licencié pour motif économique, l'obligation pour l'entreprise de lui proposer un contrat de sécurisation professionnelle. Ça c'est obligatoire. D'ailleurs, si l'entreprise ne vous le propose pas, c'est Pôle emploi qui va vous le proposer. Alors, vous aurez compris en gros, le contrat de sécurisation professionnelle, son objet c'est le retour à l'emploi. Donc on peut proposer à l'intérieur de ce contrat de la reconversion, de la formation, de la création d'entreprise, un certain nombre de choses. Évidemment, le salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle voit son contrat rompu et par conséquent il va percevoir un certain nombre de choses, dont les indemnités de licenciement d'ailleurs. Et puis il recevra aussi une allocation de sécurisation professionnelle dont le montant va varier en fonction de son ancienneté. Ça ouvre un certain nombre de droits, c'est intéressant. Et puis à l'issue du contrat de sécurisation professionnelle, qui est fixé au maximum à 12 mois, vous percevrez vos allocations de retour à l'emploi si vous n'avez pas retrouvé du travail dans ce délai. Donc vous voyez un peu les histoires de droits qui sont rattachés directement au licenciement pour motif économique, l'obligation de reclassement, on l'a vu, l'ordre des licenciements, on l'a vu, la priorité de réembauchage, le contrat de sécurisation professionnelle, et puis pour certaines entreprises, l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Et pour les entreprises les plus importantes, au-delà de 1000 salariés, il existe même ce qu'on appelle des congés de reclassement. Voilà, n'entrons pas encore une fois dans le détail, ce n'est pas l'objectif. Alors au niveau de la forme, c'est-à-dire la procédure, on va retenir à titre principal que lorsque l'on licencie moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, la procédure que j'ai annoncée tout à l'heure
convocation à l'entretien, entretien, notification est préservé. C'est-à-dire que toutes ces étapes ont lieu dans les conditions que j'ai annoncées tout à l'heure. Voilà, donc il faut le savoir. Et d'autre part, dans la procédure, il faut aussi savoir que l'autorité administrative, alors en l'occurrence ici la directe, est toujours avertie d'un projet de licenciement pour motif économique. Donc là on arrive quasiment au terme des choses parce que ce qu'on vient de voir, c'est les modes de rupture. Alors avec les ruptures plutôt du côté, je dirais, du salarié, pour ce qui est du CDI, on a vu qu'il y avait la démission, il y a la prise d'acte, il y a la résiliation judiciaire. Les ruptures du côté de l'employeur, on vient de voir le licenciement pour motif personnel, pour motif économique. On avait vu aussi un peu préalablement aussi tout ce qui était rupture du CDD. Bon. Mais si je reviens sur ces modes, donc les ruptures du fait du salarié, les ruptures du fait de l'employeur, il nous manque le troisième volet en fait à notre histoire, c'est les ruptures de type conventionnel, c'est-à-dire des ruptures en fait qui sont qui correspondent un peu à un divorce par consentement mutuel, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Donc là on est d'accord pour rompre, mais cet accord on va le formaliser dans un écrit, une rupture conventionnelle par conséquent. Alors il y a deux choses en fait, il y a les ruptures conventionnelles individuelles, il y a les ruptures conventionnelles collectives qui sont désormais possibles dans la loi, elles ne l'étaient pas avant, maintenant c'est possible. Alors les ruptures conventionnelles dans les deux cas, que ce soit des ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, dans les deux cas, ça veut dire que l'on va se mettre d'accord sur les modalités de la rupture, on va fixer la date à partir de laquelle le contrat est effectivement rompu, on va prévoir le montant des indemnités. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces indemnités ne peuvent pas être inférieures aux indemnités légales ou aux indemnités conventionnelles de licenciement, ça c'est sûr et certain, donc on va se référer à ces minimums-là. En général, on essaye d'aller vers le plus, on ne va pas vers le moins, donc ça c'est le principe de base. Et ce qu'il faut aussi retenir de très important, c'est que l'administration a son mot à dire par rapport à cela. La rupture conventionnelle, qu'elle soit individuelle ou collective, elle passe par la directe, c'est-à-dire l'administration du travail, qui vérifie un certain nombre de choses, notamment les conditions de forme déjà, la question des entretiens, la question aussi de l'accord collectif, quand c'est une rupture collective qui a été élaborée pour cela, signée pour cela. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont vérifiées par l'administration, ça ne se fait pas comme ça. Donc ça c'est très important d'avoir en tête ce troisième mode de rupture, qui est finalement un mode de rupture qui semble bien fonctionner, parce que ça évite la judiciarisation, quoi. Ça évite le fait d'aller devant les tribunaux parce qu'on n'est pas d'accord. Vaut mieux peut-être rompre dans ces conditions-là que de rompre dans le cadre d'un procès qui est toujours incertain par rapport au résultat, puis qui dure parfois longtemps. Donc voilà pour ce troisième aspect. Je vais rajouter quand même quelque chose à mon propos, parce que vous avez peut-être constaté quand même que on est dans une, comme dirais-je, comme je le disais au début, une espèce d'échange par rapport à ce cours. Donc des fois il y a des petites choses que j'oublie de dire à un moment donné. Là par exemple je me rends compte que je ne vous ai pas vraiment parlé de ce qu'on appelle le licenciement abusif. Je vais vous en dire un mot pour terminer. C'est quoi un licenciement abusif ? Un licenciement abusif, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors il faudrait un peu revenir en arrière, c'est vrai, au niveau du licenciement personnel, on va dire, pour motif personnel. Mais bon, voilà, le licenciement abusif, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que la justice reconnaît que, en effet, vous avez été licencié un peu à la légère, sans qu'on fasse la preuve de votre faute, sans qu'on fasse la preuve de quoi que ce soit, donc c'est abusif. Alors quand on est dans le cadre d'un licenciement abusif, on a le droit à des indemnités spécifiques qui sont liées au fait qu'on vous a licencié pour une raison non valable.
Alors le premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en général, quand vous êtes licencié pour motif sans cause réelle et sérieuse, euh, vos indemnités de licenciement abusif sont prévues par la loi. C'est-à-dire qu'il y a des plafonds. Alors ça c'est un peu nouveau parce que c'est les ordonnances Macron également qui ont prévu cette limitation. Ça a fait l'objet de bien des débats, des contestations, etc., etc. Mais au final, retenez surtout que malgré toutes ces contestations, in fine, la Cour de cassation a fini par dire les ordonnances sont valables. Donc pour l'instant, il n'y a pas de débat possible. Vos indemnités seront limitées en fonction de vos années d'ancienneté. Voilà. Donc il y a un tableau avec les montants maximum en fonction des années d'ancienneté que vous pourrez justifier dans l'entreprise. Ça c'est clair. Ça c'est un premier point. Et puis, une dernière vraiment précision par rapport à ces indemnités, elles ne sont pas plafonnées si vous avez été licencié pour une cause qui est interdite par la loi. Par exemple, on vous licencie parce que vous avez tel type de religion, tel type d'opinion politique, telle orientation sexuelle. Ben là, vous êtes dans des licenciements qu'on appelle des licenciements nuls, annulés, donc, parce que fondés sur des causes discriminatoires, c'est rigoureusement interdit. Par conséquent, là, les indemnités que vous pourrez demander sont déplafonnées. Voilà, voilà un peu l'histoire, d'accord? Donc, je pense que là, en gros, on a terminé, hein, pour moi, un cours très général, mais quand même, qui vous montre la vie du contrat. On est parti quand même, rappelez-vous, de l'offre d'emploi, et puis on arrive finalement à la fin du contrat. Hein. C'est pour vous montrer que le droit, il balaye tout ça, vous voyez, tout cet espace. Donc, ayez en tête hein, qu'il y a du droit un peu partout, qu'un salarié ne peut pas faire n'importe quoi, mais l'employeur ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et qu'il y a quelqu'un qui veille un peu là-dessus, ben c'est le juge. C'est son rôle, c'est sa mission, c'est son office que de veiller à ce que la loi soit bien appliquée et que, bon, voilà, étant précisé que le droit du travail, c'est un droit déséquilibré, vous le savez. Hein, quand on est dans un contexte, par exemple, où il y a beaucoup de chômage, les salariés ont moins de poids, si vous voulez, quelque part, parce que c'est l'entreprise qui est plus forte. Si vous étiez dans un marché où il y a beaucoup plus d'offreurs de travail que de demandeurs de travail, ben là vous seriez fort. Mais dans le cas inverse, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est un droit un peu particulier par rapport à ça. Mais bon, j'espère suffisamment intéressant pour que vous ayez envie d'aller plus loin. Voilà, donc le cours se termine là, mes amis. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. N'hésitez pas à liker, partager, tout ce que vous voulez. Vous abonner aussi. À bientôt.